Dans cette vidéo, je voudrais refaire le point sur deux notions importantes qui sont partagées par toutes les lumières, c'est-à-dire la couleur et l'intensité des lumières. Donc on a toute une série de petites choses à dire là-dessus et de petits trucs et d'astuces qu'on peut employer. Alors une des premières choses que je vais redire, c'est reprendre un petit peu des notions vues dans la vidéo précédente sur les types de lumière. Et donc on avait commencé l'explication par parler de lumières comme la directionnelle ou le skydome, qui sont des lumières distantes, lointaines, dont la source provient de l'infini. Et donc ces lumières-là ont typiquement des intensités qui sont de l'ordre de l'unité, donc des valeurs entre 0 et 1, et parfois on dépasse un peu avec la directionnelle, on pourrait aller jusque 2, 3, pour avoir des intensités un peu plus importantes. D'un autre côté, on avait toutes les lumières plutôt locales, comme la point light, le spot, l'area light, le mesh light et le photometric light. Donc ces lumières-là, qui sont des lumières qu'on va placer à l'intérieur d'une pièce par exemple, ou qui seraient des réverbères, etc., des lumières qui sont donc proches de notre scène dans l'espace, proches de notre modélisation, et typiquement ces lumières-là vont avoir des intensités éventuellement plus importantes. Pourquoi ? C'est vraiment l'idée que l'intensité de nos lumières de ces types de lumière locale, va décroître en fonction du carré de la distance. C'est-à-dire que si je me déplace à 1 mètre, je vais avoir l'intensité qui est décrite ici. Si je suis à 10 mètres, je vais avoir 1/100 de mon intensité. Donc ça va décroître en fonction du carré de la distance. Alors, je ne veux pas trop insister sur ce paramètre-là. On a décidé donc de le mettre en quadratique pour avoir une valeur équivalente ici d'éclairage et un affichage équivalent dans la vue de Maya. Par défaut, les lumières de Maya n'ont pas ce paramètre. Alors on va trouver... voilà, en fait c'est un paramètre qui, je pense, existait encore dans certaines anciennes versions d'Arnold, mais c'est un paramètre que, a priori, on ne vient pas régler pour qu'il soit physiquement correct. C'est vraiment cette valeur-là qui doit être utilisée. Donc Arnold utilise ce comportement de déclin en fonction du carré de la distance par défaut. Alors, on a donc notre paramètre d'intensité, un petit truc pour savoir comment régler cette valeur-là. Vous pouvez regarder, par exemple, la hauteur de votre objet. Si, par exemple, de notre lumière. Si la lumière a une hauteur de 100 ou à une distance de 50 ici, enfin voilà, je suis dans cet ordre de grandeur-là par rapport à mes objets dans la scène, mais je vais prendre comme valeur initiale de l'intensité. Ici j'ai mis 10 000, et je prends donc le carré de la distance aux surfaces que j'ai ici. Alors je vais pouvoir évidemment augmenter mon intensité si ma lumière est doit être plus ou moins puissante. Donc on a vraiment toute liberté de changer cette intensité ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait cette intensité, elle va être multipliée par la valeur de luminosité de notre couleur. Donc si je viens cliquer ici, la luminosité, je double-clique comme ça, je vais garder cette valeur-là ici. Ma valeur de luminosité ici de la lumière vient également multiplier l'intensité de ma lumière. Alors j'ai une troisième manière de faire, de modifier mon intensité de lumière, c'est d'utiliser ce paramètre d'exposition. Alors il est intéressant, si je mets 1 ici, ma lumière va être 2 fois plus importante. Si je mets 2, elle va être 4 fois plus importante. Si je mets 3, 8 fois plus importante. On a compris que chaque fois que j'ajoute 1 ici, je multiplie par 2 l'intensité de ma lumière. Je vais à 0. Si je mets moins 1, mon intensité est divisée par 2. Moins 2, elle est divisée par 4, etc. Donc c'est ici en puissance de 2 un paramètre qui vient multiplier mon intensité initiale. Alors l'intérêt, c'est que ici on peut assez facilement sentir la modification d'intensité qu'on veut. Donc je veux 2 fois plus de lumière, je vais rajouter 1. Le petit problème, c'est que c'est quelque chose qu'on ne va pas voir ici dans la vue perspective avec notre affichage ici de l'éclairage dans les vues de Maya. Donc c'est un paramètre qui est purement un paramètre Arnold. Donc vous pouvez choisir de l'utiliser ou pas. Donc on peut faire exactement la même chose. Donc si je pars de 10 000,
je peux décider de mettre 5000 et d'avoir deux fois moins de lumière. C'est exactement la même chose que ici. Je reviendrai en mettant 1 ici, je reviendrai à mon intensité à 10 000. Donc ça, c'est juste une multiplication avec un exposant de 2 ici. Voilà, donc ça c'est pour notre intensité. On aura encore quelques petites choses à dire sur l'idée de la possibilité d'éteindre des lampes à distance. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Alors, une deuxième chose qu'on va avoir, c'est la possibilité cette fois de colorer les lumières. Et donc ça, évidemment, c'est vraiment très très intéressant. Donc la première manière de colorer une lumière, en double-cliquant, on obtient notre Color Chooser ici. Et je vais pouvoir simplement teinter une lumière en définissant une couleur ici. Donc, vous choisissez évidemment la manière dont vous voulez colorer votre lumière ici. En général, on peut vraiment laisser la valeur à 1 ici, et simplement utiliser la valeur de saturation de la couleur pour soit obtenir des lumières très très colorées, soit obtenir des lumières légèrement teintées. Donc typiquement, on aura des éclairages plutôt bleus, des éclairages plutôt jaune-orangé, si on essaye de reproduire des lumières plus ou moins naturelles. Mais on pourrait aller vers des éclairages un peu plus sophistiqués, ou des éclairages par exemple qui seraient des éclairages d'une scène. Je vais masquer ma lumière ici et venir chercher un petit set de lumière que j'ai préparé. Il faut que je le retrouve ici. Je vais faire une petite pause, réallumer mes lumières ici. Donc j'ai préparé ici quelques lumières. Et donc on va avoir ici, par exemple, j'ai un set de 3 lumières qui sont simplement colorées en rouge, vert et bleu. Donc ce qu'on voit ici, c'est un petit, on a en même temps un petit test qui nous permet de voir la synthèse additive des couleurs. Donc j'ai un spot vert, un spot rouge et un spot bleu. Quand le spot vert et le spot rouge éclairent en même temps, les photons rouges et verts s'additionnent pour éclairer la surface et générer du jaune. Donc ici du magenta entre le rouge et le bleu, du cyan entre le vert et le bleu, et du blanc quand les 3 composantes de notre éclairage s'additionnent. Donc si je reviens sur ma lumière point light et que je me mets en RGB ici, quand je vais jouer avec mon RGB ici, j'ai exactement la même chose. Quand je mets du rouge et progressivement du vert, j'obtiens une lumière qui tend vers le jaune, et si je rajoute progressivement du bleu, elle va s'éclaircir jusqu'à arriver au bleu. Donc ici on a avec le RGB ou la teinte saturation et luminosité la possibilité de régler la couleur de notre éclairage. Alors on a une autre possibilité grâce à Arnold. Donc on retient déjà qu'on peut régler ces couleurs là et qu'on va les régler de manière plutôt subtile, ou si on est vraiment dans une animation un peu fantastique ou un peu dessin animé, on va pouvoir vraiment jouer avec des couleurs. Mais on va avoir aussi ici la possibilité d'utiliser la température de couleur. Donc, dès que je vais, imaginons que j'ai même défini une lumière de couleur bleue ici, dès que je vais cocher cette case-là, cette valeur de color n'a plus aucune signification, et notre température de couleur va remplacer le choix de la couleur. Alors ici j'ai ce qu'on appelle une température en Kelvin, qui est la température d'un corps chaud qu'on élève à une certaine température. Donc en fait ici j'ai un certain parcours de couleurs qui va d'une lumière rouge en passant par le jaune et puis le blanc, jusqu'à arriver dans des teintes bleutées, et on est ici en fait dans une succession de couleurs qui sont des couleurs caractéristiques par exemple d'un filament qu'on va élever à une certaine température, un filament métallique qu'on va élever à une certaine température, et plus on augmente cette température, plus la lumière devient froide. Donc c'est des valeurs ici qui sont standardisées et qu'on va vraiment pouvoir utiliser très facilement pour teinter nos lumières.
Alors je passe ici dans le PDF qui reprend un peu toutes les explications que je vous fais dans ces vidéos du cours. Et ici on voit un graphique qui représente toutes les couleurs visibles du spectre de lumière. Et donc en fait on voit ici la courbe dont je suis en train de vous parler, donc, qui est vraiment une courbe classique étudiée scientifiquement, qui passe par toutes les couleurs. Donc quand on élève la température d'un corps. Alors, donc on passe du bleu au rouge quand on élève la température d'un corps chaud. Alors, ces différentes couleurs et ces différentes températures, en fait, sont vraiment recensées et on peut voir que, par exemple, une ampoule fluorescente va avoir une température de couleur dans ces zones-ci, tandis que le ciel bleu sera vraiment plutôt dans des températures beaucoup plus élevées. Donc vous pouvez vraiment utiliser sans problème ce système pour colorer des lumières qui sont des lumières naturelles. On va trouver des couleurs de chandelle, des couleurs de lever de soleil, des couleurs de ciel bleu ici dans les 6000 lumières du jour. On est vraiment dans les 6000 ici pour la lumière extérieure. Et typiquement des ampoules à filaments, on sera plutôt par ici. Alors rien qu'avec ces notions de couleur, d'intensité et de température, et donc de déclin, on a absolument tout ce que l'on doit savoir pour régler la 90% de nos lumières. Alors on va pouvoir de temps en temps avoir besoin d'un peu plus, et on aurait par exemple envie, dans certains cas, de vouloir texturer une lumière. Alors on va regarder, je vais commencer avec simplement une rampe pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc je vais créer une rampe ici, et je vois que tout devient noir. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, dans un premier temps, la couleur que j'utilise est la couleur ici à gauche de ma rampe. Pour utiliser d'autres couleurs, je vais faire un clic droit ici. Donc une rampe typiquement s'utilise sur une surface d'un objet et est liée aux coordonnées UV de l'objet. Je vais casser la connexion ici et en fait voir que, je vais mettre une couleur par exemple, mettre plusieurs couleurs ici, par exemple commencer par du rouge, puis du jaune, puis du blanc. Et je vais voir que si donc j'ai une rampe qui est verticale ici, donc si je change la coordonnée ici, si je mets 0,1, 0,2, 0,3, je me promène progressivement sur chacune des couleurs de ma rampe ici. Donc je pourrais également avoir une rampe avec des paliers. Donc si je me déplace maintenant, je pourrais imaginer par exemple utiliser une rampe pour pourquoi pas passer par toutes sortes de stades. Et donc au fur et à mesure que je me déplace ici sur ma rampe, je vais passer par chacune des couleurs. Donc on pourrait même animer cette position en V pour décider de passer sur plusieurs couleurs. Donc c'est un bon moyen de connecter une rampe et de casser ses coordonnées UV. On n'a plus qu'à animer ici. Donc on peut faire un set key pour animer, mettre des clés. On pourrait également faire des choses comme mettre une petite expression. Si je mets égal frame divisé par, on va mettre divisé par 25 pour commencer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais passer tous les 25 images par chacune de mes couleurs. Je vais peut-être les remettre en linéaire pour qu'on voit un peu mieux l'idée. Donc là, j'oscille chaque fois entre mes différentes couleurs. Je vais un petit peu nettoyer la rampe pour avoir une rampe. On va y bloquer un peu. Voilà. Et je vais mettre du rouge à la fin, comme ça je vais vraiment aussi entre les différentes couleurs. Et je vais avoir un système qui passe alternativement par différentes couleurs. Donc je peux utiliser vraiment ce système-là si je voulais faire des animations de couleurs, des feux rouges, une lumière qui grésille, etc. On peut utiliser ce système de rampe ici.
Donc je pourrais utiliser éventuellement d'autres textures, mais on pourrait commencer à se demander du coup, éventuellement, si je voulais faire un projecteur ou un écran, comment est-ce que je vais réaliser ça? Alors on va regarder comment réaliser d'abord un projecteur. Donc je vais revenir dans mon groupe de lumière ici. Je vais supprimer les 3 qui ne m'intéressent plus pour le moment, 4 même. Et donc ici, j'ai une lumière. Et on va venir dans la zone Arnold, beaucoup plus bas ici, ajouter un gobo. Alors, quand j'ajoute un gobo ici, j'ai un nouvel onglet qui va me permettre de mettre une texture ici. Je vais choisir une texture. Je peux prendre un file ou je peux prendre un AI image, qui est le moyen d'ajouter des images par Arnold. Et je vais prendre, maintenant on va commencer par prendre une texture comme celle-ci. Donc qu'est-ce que je vais obtenir ici? Je vais avoir un moyen, par exemple, de simuler un éclairage de fond de piscine. Je pourrais faire différents tests, je pourrais prendre une mire ici et j'obtiens un moyen d'avoir un projecteur. C'est vraiment un projecteur ici, donc si je fais tourner, que je déplace ma lumière, j'ai bien quelque chose qui projette sur une surface. Alors, je vais regarder d'autres idées de ce qu'on pourrait faire. Si je prends par exemple une image en noir et blanc, je vais projeter une ombre. Donc on pourrait avoir comme ça, j'en retrouve une autre, je sais que j'en ai une autre qui se promène par ici. Voilà, si je mets une image comme celle-ci, je vais pouvoir éventuellement projeter une ombre d'un arbre qui n'est pas modélisé dans la scène sur mon décor, et donc ça peut créer des effets vraiment très très intéressants. Alors, on va changer de groupe ici. Donc, imaginons qu'on veut vraiment faire une projection précise avec, par exemple, projeter même un film. Donc, dans un premier temps, la projection ici, j'ai ajouté un gobo simple, j'ai juste réglé ma lumière ici, mais j'aimerais bien avoir une image qui ne soit pas étirée, etc. Et donc, pour faire ça, je vais faire plusieurs réglages. Donc tout d'abord au niveau de mon spot, je pourrais venir régler mon spot pour qu'il soit le roundness ici pour que ce soit un spot carré. Ensuite je vais passer dans mon gobo et ici je vais pouvoir utiliser les paramètres de scale ou de rotate, de décalage, etc. J'ai toutes sortes de paramètres pour régler mon image. Donc ici je pense que je dois être à 1,82 pour avoir ma bonne hauteur. Et je peux utiliser également les paramètres de wrap pour décider. Donc ici c'est le wrap vertical en T. Soit d'avoir une image qui se répète périodiquement, soit d'avoir du noir autour, c'est ce que je vais utiliser, soit d'avoir le clamp qui va continuer mon image, ou du miroir, donc mon image qui va se répéter en miroir, et je pourrais par exemple la décaler un peu verticalement si je veux, etc. Donc on a encore quelques autres paramètres comme le density ou le mode ici, qui nous permet de changer un petit peu la manière dont donc ici ça va par exemple s'ajouter à l'intensité de notre lumière, etc. ou se soustraire à l'intensité de notre lumière, remplacer, mixer. On a différents modes ici qui permettent de gérer la manière dont notre image est utilisée sur notre spot. Donc je récapitule, j'ai donc ici été dans la zone Light Filter, ajouter un gobo. Le gobo n'est disponible que pour le spot. Alors ce système de projection va vraiment bien s'associer aussi. Je vais aller faire un petit tour dans les render settings. Ça va vraiment bien s'associer dans les paramètres d'Arnold à l'environnement et on va obtenir des effets vraiment intéressants. Donc, si je viens choisir des atmosphères. Alors je vais
créer un AI atmosphère volume et voir un petit peu les paramètres de l'AI atmosphère volume. Donc on a tout d'abord la densité. Alors la densité, elle va être très très réactive, donc on voit que très très rapidement, en augmentant cette intensité, on voit apparaître les rayons de notre spot comme si il y avait des particules dans l'air, et il faut souvent rester vraiment assez subtil ici. Donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup au cinéma. Historiquement, ça vient cette idée qu'il y a de la fumée dans l'air, du fait que sur les plateaux de cinéma à Hollywood, tout le monde fumait, donc on est un peu habitué à voir ce genre d'effet au cinéma, et on le voit maintenant aussi beaucoup sur les plateaux de concert, etc. Donc on va pouvoir colorer, si on veut, voilà, si je veux colorer, peut-être pas mettre du bleu, donc il faudrait que j'ai un spot blanc, je vais retirer un des deux gobos ici. Donc si je teinte ma lumière, mon effet atmosphérique ici, je vais colorer mon spot ici. Bon, ça c'est une possibilité. J'ai aussi la possibilité, assez bizarrement, d'utiliser une atténuation et une atténuation d'utiliser une couleur. Donc si je remets du bleu ici, je vais obtenir en fait la couleur opposée. Donc ici c'est la couleur qui est absorbée par mon atmosphère. Un peu difficile de savoir exactement à quoi ça correspond. Alors je fais quand même une petite remarque ici. Ici j'ai activé l'AOV d'émission, donc je vais venir voir que mon effet vient se mettre dans l'AOV émission. Retenez quand même l'idée que c'est un effet qui vient se rajouter sur notre image, donc sur le direct et l'indirect dans notre image, et qui vient un petit peu écraser toutes les couleurs de tous les pixels de l'image. Donc soyez prudent avec ça, et quand on sera dans des manipulations un peu plus avancées dans Maya et avec Arnold, on ira vraiment sortir ces différentes composantes pour pouvoir intégrer ces effets-là de manière vraiment subtile. Donc dans un premier temps, si vous les utilisez, pensez à mettre vraiment des petites valeurs ici. Je vais oublier ça. Pensez à mettre vraiment des petites valeurs ici, voire assombrir aussi par la couleur, pour obtenir vraiment quelque chose qui soit peut-être présent, mais en même temps subtil. Alors cet effet d'atmosphère va fonctionner avec toutes les lumières locales, mais ne fonctionnera pas avec les lumières distantes comme la directionnelle ou le skydo. Donc ne vous étonnez pas si vous avez mis une atmosphère qu'elle ne fonctionne pas si vous êtes en extérieur, avec un éclairage extérieur. Donc ça fonctionne vraiment bien, typiquement avec le spot ou avec la photometric light par exemple. Ici. Alors on a une autre possibilité ici, c'est de venir mettre en color, donc de venir mettre une texture. Donc je vais venir mettre ici une texture qui fonctionne assez bien, qui est la texture 3D Cloud. Donc quand je crée cette texture, je vais avoir dans ma scène un élément, on va aller voir dans l'outliner, j'ai un élément qui vient de se créer qui est le Place 3D Texture, que je vois donc ici, c'est un petit cube qui m'indique en fait que je vais typiquement mettre à l'échelle et qui m'indique la taille de ma texture. Donc on voit que quand on l'agrandit ici, on obtient quelque chose qui se rapproche vraiment d'une fumée et donc qui est vraiment intéressant. Donc je vais pouvoir même, pourquoi pas, l'animer simplement en déplaçant ce cube dans la scène, et j'obtiendrai vraiment un résultat proche de ce qu'on pourrait voir sur une scène de concert. Alors, on pourrait du coup se dire ici que je peux chaque fois revenir chercher les paramètres de mon AI atmosphère que j'ai créé ici. Je pourrais me dire également, maintenant que j'ai utilisé mon champ color, que ça peut être intéressant de se dire que je veux une fumée peut-être un peu bleue par exemple, et venir colorer légèrement ici en mettant une atténuation
teinter légèrement de bleu ce faisceau ici, ce qui colore un peu ma fumée. Voilà, donc pour obtenir vraiment des éclairages qui commencent à devenir un peu plus riches, vous n'hésitez pas à utiliser un peu d'AI atmosphère volume, tout en restant suffisamment subtil. Et donc, un autre moyen serait d'augmenter l'atténuation, de diminuer encore l'intensité ici. Vous obtenez une fumée qui ne prend pas toute la place dans votre scène. Alors on va regarder maintenant une deuxième application intéressante, c'est l'idée de texturer cette fois une Area Light. Donc je prends l'Area Light d'Arnold cette fois-ci et ça va marcher uniquement en mode quad ici, donc un rectangle. Alors pour texturer une Area Light, on va donc texturer le champ color. J'ai ici mon image qui est toujours mon image de geek ici que je viens glisser. Je peux simplement cliquer sur le bouton de texture, venir choisir un AI file ou un AI image pardon, ou un file et mettre une image ici. Je vais faire un petit update pour qu'il prenne en compte ma texture. Voilà. Et donc je me retrouve ici avec une texture, j'en ai plusieurs ici. On va simplement regarder 2-3 petites choses qu'on pourrait faire avec. Alors, j'ai un petit... essentiellement, quand je fais ça, je vais un peu trop bas. Il y a essentiellement une chose à savoir quand on fait ça. Donc j'ai simplement texturé ici mon champ color de l'Area Light Quad. Et on a un paramètre ici qui va nous permettre d'avoir une meilleure réflexion quand on a des surfaces miroirs autour de notre écran d'ordinateur. Donc si j'augmente cette résolution, donc ici elle est à 1, je suis sur cette lumière-là, si je l'augmente, je vais mettre 16 par exemple, je vois que progressivement, et puis je mets 128, je vois progressivement que ma résolution ici s'améliore dans les réflexions sur les autres surfaces. Donc on n'aurait pas vraiment besoin de se préoccuper de ce paramètre-là, et on peut le laisser à une résolution plus faible. En tout cas, ne mettez pas des résolutions trop énormes ici. Si vous n'avez pas de surface réfléchissante, ça ne sert à rien. Alors, ce qu'on pourrait se dire, c'est que on aimerait peut-être bien vouloir régler un petit peu la luminosité de notre écran, la quantité de lumière qu'il envoie dans la scène. Donc, je vais garder un seul écran pour mieux voir. Je suis dans mon groupe ici, je vais en garder un seul. Voilà. On va se concentrer ici sur notre écran. Donc pour régler entre la luminosité de l'écran, la quantité de lumière que on envoie dans la scène, on va pouvoir jouer sur ces paramètres-ci. Donc si par exemple je mets ce paramètre-ci ici à 0, j'efface complètement l'affichage, la visibilité de ma lumière dans la scène. Si je diminue la valeur de diffuse ici, je vais réduire on va un petit peu se déplacer pour être ici à l'intermédiaire. Bien comprendre ce qui se passe. Donc, si je diminue la quantité de diffuse ici, je vais supprimer l'éclairage de la composante diffuse du matériau. On en reparlera avec les matériaux. Et ici, je vais diminuer la quantité de réflexion spéculaire, donc je n'éclaire plus que quelque part la couleur de base de ma surface ici qui était grise. Et donc toutes mes réflexions de type un peu plus miroir vont disparaître. Alors je pourrais diminuer d'autres composantes, ça sera moins important ici. Et donc je peux vraiment régler la quantité de lumière dans un premier temps de mon écran. Donc, je veux par exemple qu'il éclaire même peut-être un peu plus ma scène, donc je pourrais aussi jouer sur l'exposition, qu'il éclaire 4 fois plus ma scène, mais je le trouve trop
trop brûlé ici dans mon image, donc je peux diminuer ensuite le caméra et peut-être diminuer un petit peu le spéculaire. Donc ici je triche un petit peu avec un éclairage réaliste. Je triche un peu pour avoir un résultat un peu plus intéressant visuellement et pouvoir par exemple toujours lire ce qui est ici sur mon écran. Alors je vais maintenant regarder cet attribut-ci, Cast Shadow. Si je décoche l'attribut ici, ma lumière n'envoie plus d'ombre dans la scène, c'est-à-dire qu'elle est claire, on voit ici derrière mon cube qui devrait être pourtant bloquant et projeter une ombre. Donc quand on parle d'ombre avec les lumières, on parle de deux ombres, on parle de l'ombre propre de l'objet, c'est-à-dire le fait que l'objet soit éclairé d'un côté et dans l'ombre de l'autre, et on parle de l'ombre portée d'un objet, c'est-à-dire vraiment l'ombre qu'un objet envoie sur un autre objet. Donc ça c'est une ombre portée et ça c'est une ombre propre. Donc quand je décoche la case Cast Shadow, je désactive la projection d'ombre portée dans ma scène. Et je crée quelque chose qui est faux. Donc dans la réalité on n'a évidemment jamais ce comportement-là, et du coup on n'aura jamais non plus un comportement tel que celui-ci. Donc ça c'est de nouveau quelque chose qui fausse vraiment la scène, et donc j'ai des ombres propres qui sont plus sombres que les ombres portées, et donc ça crée quelque chose qui est vraiment éventuellement très bizarre. Donc on ira très très rarement manipuler ces attributs ici. De la même manière, théoriquement, on n'irait pas manipuler les attributs ici. Dans certains cas, on va le faire pour tricher d'une manière ou d'une autre. Je pourrais par exemple décider que ma lumière, je vais masquer ça ici, ne participe pas à l'éclairage indirect. Donc que ma lumière ne participe pas à l'éclairage indirect, donc il n'y a pas de rebondissement de mes rayons lumineux sur les surfaces pour éclairer d'autres surfaces. Donc on pourrait faire ce genre de choses-là pour accélérer les calculs ou créer des effets spéciaux. Décider par exemple que cette telle lumière ne participe que au spéculaire. Donc, je pourrais décider qu'une lumière ne fait que des réflexions spéculaires. Ça pourrait être intéressant dans certains cas pour certains effets spéciaux. Et donc je ne vois ma lumière que dans les réflexions type miroir, etc. Donc ça c'est plutôt vraiment une zone qui est réservée aux effets spéciaux. Alors je vais parler brièvement de cette zone-ci ici en bas. Donc je vais dupliquer mon éclairage. J'ai deux lumières, je vais mettre une lumière A et une lumière B. Donc je viens donner simplement un nom ici. Et je vais venir dans les render settings. Je vais prendre ma passe RGBA qui est en fait ma beauty pass. Et dans cette zone-ci, je peux venir décider que je veux visualiser. Je peux sélectionner dans la liste ou cocher All Light Groups. On va voir tout de suite ce que ça fait. Et donc quand je lance mon rendu, maintenant j'ai la possibilité de venir voir l'éclairage de une lampe ou la deuxième lampe. Donc, pour le moment elles sont identiques et superposées, donc je vais un peu les différencier. Avoir une lampe qui éclaire un peu plus ma scène, et donc je vais pouvoir voir l'éclairage séparément d'une lumière ou d'une autre lumière, et on utilise ce type de séparation en post-production pour venir recomposer les éclairages complémentaires et éventuellement les balancer leur intensité ou venir les recolorer en post-production. Pour comprendre un peu mieux ce que je raconte, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais faire ici, dans le nom, venir faire un clic droit. Je clique sur scène, underscore, clic droit, render pass. Alors, ceci, ça va me permettre, je vais choisir aussi un autre type de format pour pouvoir le visualiser directement. Et donc, je vais faire mon rendu avec un render sequence. Je génère mon rendu et je vais aller voir dans l'explorateur ce qui est généré. Et donc, je veux obtenir ici différentes images. Mon image de rendu, la beauty pass, l'image pour la lumière de gauche, la lumière de droite, séparément,
mon éclairage direct, indirect, émission, que j'avais mis dans des AOV séparés. Donc on voit ici que un petit peu l'idée de ce qu'on va pouvoir faire en post-production, et donc ces images-là, je vais les réutiliser dans un logiciel, que ce soit Photoshop ou des logiciels de post-production comme Nuke, pour aller plus loin dans le traitement, les corrections colorimétriques, etc. de mon image. Donc ça, c'était pour faire un petit peu le point sur ce qu'on va trouver dans cette zone-ci des lumières, donc essentiellement des choses qui sont plutôt liées à des effets un peu spéciaux, tricher un petit peu pour obtenir des passes de rendu pour la post-production.